En juin 1919, après plusieurs mois de négociations, le président américain Woodrow Wilson rentre aux États-Unis en catimini après avoir négocié à Versailles. C'est la première fois qu'un président américain se rend lui-même sur un territoire étranger pour aller négocier un traité. Dans cette vidéo, je vais donc me concentrer sur l'après-guerre, mais du point de vue des États-Unis, puisqu'on connaît bien au point de vue de l'Europe, mais du point de vue américain, on le connaît beaucoup moins. Je vais donc aller assez vite sur le déroulement de la guerre en lui-même. Notre histoire commence donc le 28 juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc et héritier du trône de l'Empire austro-hongrois François Ferdinand à Sarajevo, une petite ville du sud de l'Empire austro-hongrois et actuellement la capitale de la Bosnie-Herzégovine. C'est une ville sympa avec un climat de type continental, des étés chauds et des hivers assez froids et 825 mm de précipitations annuelles. Voici la carte que vous connaissez tous. Le 3 août, avec le jeu des alliances, l'Allemagne déclare la guerre à la France et le lendemain, le 4 août, les Américains annoncent leur neutralité, notamment en raison de la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, du nom du président James Monroe, date de 1823 et matérialise l'existence de deux hémisphères. Les Américains ne se mêlent pas des affaires des Européens et inversement. Certains sénateurs de l'opposition poussaient cependant à l'entrée des États-Unis en guerre, notamment Henry Cabot Lodge, d'une part par solidarité avec la France et la Grande-Bretagne, mais aussi parce qu'il y a l'idée que le militarisme et l'autoritarisme allemand violent les lois de la communauté internationale. Cependant, si les États-Unis sont officiellement neutres, ils ont quand même des sympathies avec la France et la Grande-Bretagne qui sont des démocraties, contrairement à l'Allemagne et aux empires centraux. Il faut aussi rajouter que les États-Unis ne sont pas passifs puisque Wilson engage des médiations de paix avec les principaux belligérants. Woodrow Wilson est né en 1856, c'est le fils d'un pasteur, il fait ses études à l'université de Princeton et il se spécialise dans le droit à l'université de Virginie. Il s'inscrit ensuite au barreau et il ouvre un cabinet à Atlanta, mais finalement il se rend compte que ça l'intéresse pas et donc il reprend ses études en sciences politiques cette fois-ci. Sa thèse obtenue en 1885, il devient enseignant puis président de l'université de Princeton. En 1910, il remporte l'élection du gouverneur du New Jersey et la consécration arrive en 1912, il devient président des États-Unis. Sous l'étiquette démocrate. Il mène 3 projets de loi majeurs, la baisse du tarif douanier, l'impôt sur le revenu et un projet de banque centrale. Sans surprise, il est réélu en 1916 puisqu'il exprime les revendications de la classe moyenne. Il avait d'ailleurs fait passer une loi sur les 8 heures et une loi sur les accidents du travail. Cette fois-ci, il est réélu sur une campagne pro-isolationniste puisqu'il ne faut pas oublier que ça fait 2 ans qu'on est en guerre et cette posture isolationniste est liée à la doctrine Monroe d'une part, mais aussi au discours d'adieu de Washington qui prônait le non-engagement, c'est-à-dire avoir le moins de liens politiques possibles avec l'Europe notamment. Mais les tensions grandissent avec l'Allemagne. D'abord, il y a l'affaire du viol de la Belgique, mais il y a aussi l'incident du Lusitania qui est un navire coulé par les Allemands en 1915 et sur lequel il y avait des Américains. Et que fait Wilson pendant ce temps-là? Eh bien, il fait de la médiation. Donc pour vous résumer, de 1915 à 1917, il y a un sentiment anti-Allemagne de plus en plus fort, mais Wilson refuse de s'engager. Eh ben oui, il a passé toute sa campagne à dire qu'il resterait isolationniste, ce serait mal vu de déclarer la guerre. Il est même surnommé l'homme qui nous a tenu à l'écart du conflit, c'est vous dire. Alors que Wilson continue sa médiation durant tout le mois de janvier 1917, le 1er février, les Allemands reprennent la guerre sous-marine et y coulent tous les bateaux. Ça, c'est parce que les Anglais et les Français les empêchent de commercer avec les États-Unis. Et ils interceptent quasiment toutes les marchandises. Le télégramme Zimmermann et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est une proposition d'alliance des Allemands au Mexique en échange de la récupération des territoires perdus par le passé, et c'est les Anglais qui l'ont intercepté et l'ont cafeté aux Américains. De plus en plus, il y a l'idée qu'il ne faut pas que les Allemands gagnent la guerre. Par conséquent, Wilson demande le vote de la guerre au Congrès le 2 avril 1917, et ça crée encore plus de tensions avec l'opposition républicaine parce qu'ils étaient pour la guerre dès le début, mais face à l'isolationnisme de l'opinion publique, ils ont été obligés de présenter un candidat mou à la présidentielle de 1916 et ils ont perdu. Wilson a donc, pour les républicains, trompé les électeurs et a perdu sa légitimité. Ainsi, Wilson, l'homme qui prônait l'isolationnisme, entre en guerre un mois après sa prise de fonction. Quelle ironie, hein? Sauf que ce coup-là, les républicains ne le digèrent toujours pas, pour eux c'est du vol d'élection. Bon, ils sont un peu mauvais perdants, mais on peut les comprendre. La conscription est donc mise en place, mais elle ne fait pas l'unanimité. En effet, une majorité d'Américains n'a pas envie d'aller s'engager, alors que le territoire des États-Unis n'est même pas menacé. Pour beaucoup, cette guerre n'est pas vraiment légitime, et c'est pourquoi il y a peu de volontaires, et donc on a recours à la conscription. On arrive donc par ce biais à lever plus de 9 millions de personnes, mais seulement 4 millions rejoignent effectivement l'armée, puisqu'on fait un tri avant entre ceux qui sont aptes ou pas, et ceux qui n'ont pas intérêt à partir, comme les chefs d'entreprise par exemple, ou les intellectuels.
Les premières troupes arrivent en juin 1917, mais à partir de 1918, l'effort américain est tellement massif qu'il fait pencher la balance et contraint les Allemands à signer l'armistice, comme vous le savez, au mois de novembre. Et c'est là que les choses se compliquent entre les principaux alliés français, anglais et américains, puisque personne n'est d'accord. En fait, ils sont tellement pas d'accord entre eux que les Allemands ne sont même pas invités aux négociations pour ne pas leur montrer leur division. Donc pour vous résumer, la France avec Clémenceau voulait un accord sévère en punissant l'Allemagne et en l'écrasant pour ne pas qu'elle redevienne une menace, sans compter également des réparations. Les Anglais, avec Lloyd George, voulaient juste que les Allemands signent le traité, c'était le plus important pour eux, et pour ça, il fallait que ce traité soit préférable au bolchevisme, puisqu'il ne faut pas oublier la révolution bolchevique en 1917. Quant aux Américains, avec Wilson, ils voulaient un accord qui s'inspire en grande partie des 14 points, qui est un discours prononcé devant le Congrès en janvier 1918. Ils voulaient une paix sans vainqueur ni vaincu. Et encore, même dans le camp des Américains, ils sont divisés entre eux, puisque Wilson, par exemple, ne voulait pas être trop sévère, il était contre les réparations, par exemple, alors que les républicains, comme Cabot Lodge, eux, soutenaient l'idée qu'il fallait écraser l'Allemagne une bonne fois pour toutes. Finalement, les Allemands sont réticents, mais ils signent quand même le traité parce que ce serait pire que de ne pas signer, et donc ils doivent désarmer le Rhin, des réparations et une perte du territoire qui formera la Pologne, et pour eux c'est une perte de souveraineté. Le maréchal Foch a d'ailleurs dit que ce n'est pas un traité de paix mais un armistice de 20 ans, comme quoi il était visionnaire. Le point le plus important de ces 14 points de Wilson, c'est le projet d'une SDN, mais ce projet ne date pas de Wilson, il est beaucoup plus ancien. En effet, dès la fin du 19e siècle, des mouvements secrets pour réguler les différends internationaux. James Bryce, en 1915, fait la Proposal for Avoidance of War, et la même année, il y a la création de la League of Nations Society en Grande-Bretagne, qui reprend les idées de Bryce. C'est une organisation internationale qui a pour but de réguler les guerres. En juin 1915, il y a aussi la création de la League to Enforce Peace lors du congrès de Philadelphie. Enfin, en 1916, Wilson prend parti pour une organisation internationale parce qu'il est pacifiste d'une part, mais aussi parce qu'il ne veut pas laisser le monopole du débat aux républicains. En effet, ce sont eux qui ont majoritairement pris part à la création de la League to Enforce Peace lors du congrès de Philadelphie. Cependant, ce projet de SDN est hostile aux Européens, parce que c'est la fin de la diplomatie secrète, on remet donc en cause les pratiques diplomatiques des Européens, la liberté de circulation sur les mers, qui va dans le sens de la doctrine de la porte ouverte, en rapport avec le commerce. Et enfin, il y a la limitation des armements. Pour Wilson, les États-Unis devaient guider les autres nations et leur montrer la voie de la liberté. C'est selon lui la nouvelle destinée manifeste des États-Unis et c'est ce qu'on appelle l'idéalisme wilsonien. Wilson rentre donc aux États-Unis en catimini. Le Sénat délibère de 1919 à 1920 et finalement il décide de rejeter le traité. Les États-Unis ne font donc pas partie de la SDN qu'ils avaient eux-mêmes proposée. On peut donc se poser la question, pourquoi est-ce que le Sénat a refusé de ratifier le traité? Wilson a fait des erreurs politiques. Il a perdu la majorité au Sénat lors des midterms de 1918 et il n'a pas emmené avec lui un seul sénateur à Versailles. Les sénateurs républicains lui en ont donc tenu rigueur, d'autant que c'est le Sénat qui valide la politique étrangère des États-Unis. Wilson n'a donc pas respecté l'équilibre des pouvoirs, mais il y a plus grave. L'article 10 du pacte de la SDN pose problème car il peut engager les États-Unis dans une guerre qu'ils n'auraient pas choisie. Il efface le rôle du Sénat dans la validation de la politique étrangère des États-Unis, ce que les sénateurs ne peuvent pas accepter. On reproche à Wilson d'oublier les intérêts américains. Wilson tente cependant de justifier que sans l'article 10, toute la SDN va s'écrouler, mais cela n'a pas convaincu, bien qu'il ait mené une tournée de conférences dans les États-Unis. En plus, victime d'un AVC, il est contraint d'arrêter. En ce qui concerne le vote, sur 96 sénateurs, il y a 49 républicains et 47 démocrates. 43 sénateurs, majoritairement démocrates, sont prêts à ratifier le traité tel qu'il est. 18 sénateurs irréductibles ne le ratifieront pas, notamment William Borah, Hiram Johnson ou Philander Knox, qui sont majoritairement républicains. Il y a ensuite 15 sénateurs qui acceptent de le ratifier, mais avec de légers amendements, et enfin 20 sénateurs menés par Henry Cabot Lodge qui le ratifient, mais avec de plus gros amendements. Il faut donc négocier avec Henry Cabot Lodge, l'ennemi de Wilson, pour avoir les 64 voix nécessaires, car 43 plus 15, ça ne fait que 58. Mais Wilson refuse de négocier car il préfère se faire désavouer plutôt qu'une victoire de compromis. Ainsi, la coalition qui l'emporte est composée des irréductibles et de ceux qui ont soutenu le traité tel qu'il était à l'origine. Ils ont donc voté contre le traité. L'immédiate après-guerre est marquée par une crise économique puisqu'il faut réinsérer les 4 millions de soldats levés sur le marché du travail et ça finit par créer une crise sociale profonde. On passe du dirigisme à une économie paix et cela provoque des licenciements massifs. L'augmentation du coût de la vie engendre des grèves à répétition. Parmi les plus importantes, il y a celle de Seattle qui regroupe les ouvriers de l'acier. Les violences raciales se multiplient notamment en raison de la migration des Noirs pendant la guerre vers les villes industrielles du Nord. Au milieu des années 20, le Ku Klux Klan comptera plus de 5 millions de membres.
Sans compter la Red Scare, la peur du gauchisme où les idées communistes sont perçues comme un danger pour le modèle américain, ce qui explique les Palmer Raids, c'est-à-dire l'expulsion des communistes radicaux. Dans ce climat de psychose collective, ce qui révèle un malaise profond d'une société américaine qui se replie sur elle-même, l'opinion a éprouvé le désir de retour à la normale. L'élection de 1920 est une débâcle démocrate, Wilson est battu et on inaugure une décennie républicaine avec le président Warren Harding. Le gouvernement des Républicains est marqué par une période nationaliste et une préoccupation des intérêts américains. Après la crise, place à la prospérité économique avec une hausse des salaires, notamment Henry Ford, et donc une hausse du pouvoir d'achat. L'accès matériel est à la portée de la majorité, alors qu'en Europe, c'est pas la joie. Et tout cela est rendu possible grâce à un outil miracle, le développement du crédit à la consommation. Mais en même temps, il y a une multiplication des tarifs douaniers et des lois anti-migration. Mais peut-on parler d'isolationnisme ? Eh bien non, d'abord parce qu'il y a la diplomatie du dollar en même temps avec le plan Dawes pour aider l'Allemagne qui est dans une situation catastrophique à payer ses dettes, mais s'ils aident l'Allemagne c'est parce qu'elle est au bord de la guerre civile et que les États-Unis veulent éviter une autre guerre dans laquelle ils pourraient être impliqués. Un autre élément qui permet de relativiser cet isolationnisme, c'est qu'ils contrôlent les recettes douanières de certains pays d'Amérique latine pour maintenir leur sphère d'influence. Il y a également l'occupation de la République dominicaine jusqu'en 1924 dans le contexte de la guerre des bananes qui se traduit par des interventions à Cuba, au Mexique et au Panama. À cela, on peut rajouter les investissements au Moyen-Orient pour le pétrole et leur influence à la SDN via l'OIT ou des fondations privées comme la fondation Rockefeller par exemple, ce qui montre bien que l'isolationnisme des États-Unis dans les années 20, c'est du bidon complètement faux qu'on nous sort sur certaines chaînes de télévision. En 1921, les États-Unis participent à la conférence de Washington et signent le traité naval qui limite leurs armements militaires. Ils signent aussi le traité des 9 puissances qui limite le tonnage et l'armement des navires de guerre et en 1928, ils mettent en place avec la France le pacte Briand-Kellogg qui condamne le recours à la guerre. Finalement, les États-Unis ne sont pas tant isolationnistes qu'unilatéralistes, c'est-à-dire qu'ils s'engagent uniquement lorsqu'ils ont des intérêts, ils veulent une Amérique qui leur appartient et qui ne soit pas soumise aux autres nations. Ils n'étaient pas contre une SDN, mais ils veulent choisir si oui ou non ils s'engagent et refuser l'engagement systématique imposé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un like ou un commentaire, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.